Charles Pasqua, Pierre Falcon, Mitterrand fils ou encore Jacques Attali, voilà une poignée de la ribambelle de champions impliqués dans l'Angola Gate, affaire du trafic illégal de quelques 790 millions de dollars d'armes vers le gouvernement angolais dans les années 90, alors en pleine guerre civile. Preuve supplémentaire, s'il en fallait une, que les bourgeois occidentaux échangent volontiers quelques centaines de milliers de morts contre un peu de pétrole et de diamants, mais de là à supporter l'effort de guerre d'un gouvernement qui se proclamait marxiste-léniniste, voilà qui est surprenant. Pour comprendre tout ça, revenons en 75. L'Angola arrache son indépendance des colons portugais après 14 ans de guerre, en même temps que les autres colonies du pays, parmi les dernières d'Afrique à se libérer. Le problème, c'est que jusqu'alors, trois groupes armés agissaient pour cette décolonisation dans des zones du pays assez différentes. Le FNLA soutenu par les États-Unis, le Zaïre de Mobutu et Israël, l'UNITA par la Chine, et le MPLA, groupe issu entre autres du Parti communiste angolais, soutenu par le bloc de l'Est, Cuba et l'Algérie, qui va donc récupérer le pouvoir. C'est sur la réponse du MPLA, qui prend le contrôle de la capitale Luanda, que s'amorcent quelques 25 années de guerre civile, à l'issue de laquelle le MPLA sortira vainqueur. Est-ce pour autant une victoire des prolétaires angolais? Près de 800 000 morts plus tard, bien sûr que non, d'autant que le caractère progressiste du MPLA est vraiment à remettre en question. Dès le début, la figure d'Agostinho Neto, leader du parti, phagocyte complètement les communistes les plus rigoureux de la société angolaise. En 77, l'un d'entre eux, Alves, tente un coup d'état contre Neto qui répond par l'assassinat sommaire de quelques dizaines de milliers de membres du parti. On n'aura d'ailleurs jamais vraiment vu l'application des orientations socialistes du MPLA en temps de paix, puisque dans les années 80 et 90, le parti lâche progressivement ses aspirations communistes et s'ouvre à l'Occident à mesure que son allié soviétique s'affaiblit, d'où l'aide en soum des Français. Et en parlant d'alliances internationales, impossible de ne pas évoquer le principal opposant au MPLA pendant la guerre, l'UNITA de Jonas Savimbi, leader charismatique guérilla-maoïste à l'origine, qui ira jusqu'à combattre aux côtés du gouvernement d'apartheid sud-africain. Et ça paraît fou, mais en 88, l'Angola est théâtre d'affrontements entre l'Afrique du Sud et Cuba. C'est la bataille de Cuito Cuanavales, qui a d'ailleurs marqué un tournant décisif dans la lutte anti-apartheid, peut-être l'un des seuls aspects à sauver de la guerre d'Angola. Bref, même si 2002 et la mort de Jonas Savimbi marquent le début d'une paix bien sentie pour le peuple angolais, les mêmes soucis incombent au MPLA. José Eduardo dos Santos, successeur de Neto dès 79, reste au pouvoir jusqu'en 2017, 38 ans de règne qui ont construit une élite complètement corrompue, s'accaparant les richesses du pays, bien loin des promesses du parti à l'origine.